ce qu'en disent les économistes à présent. François Cabot est à nos côtés, senior économiste Europe chez AXA IM. Bonjour et bienvenue François. Bonjour. Parmi le déluge d'informations qu'on va avoir dans les prochains jours, les premières estimations de croissance trimestrielle pour la zone euro, pour les pays majeurs, avec des estimations également, premières estimations d'inflation pour le mois d'avril. Des chiffres qui seront un peu le reflet du passé, mais qui sont toujours évidemment très importants et qui peuvent nous éclairer également sur l'avenir. François, sur le fond de la croissance, il y a matière à être surpris positivement par les chiffres de croissance trimestrielle du PIB qui seront publiés en fin de semaine? Je pense oui, effectivement. Il y a une potentiel de croissance pour la zone euro de l'ordre de jusqu'à 0,7, trimestre sur trimestre, non annualisé. Alors on a eu beaucoup de bonnes nouvelles, notamment côté production industrielle, côté construction, les PMI côté services également en fin de trimestre ont surpris à la hausse et ont fortement accéléré. Donc je pense que là-dessus, effectivement, par rapport à ce qu'on prévoyait à un trimestre, on était encore dans les prix de l'énergie élevés. Il y a effectivement un nombre de mini-cycles qui sont en place, la production d'automobiles qui est repartie à la hausse avec les chaînes d'approvisionnement qui se normalisent, la construction pareil, et la température qui ont fait en sorte que notamment en Allemagne, on a un rebond important de ce côté-là. Et puis finalement, là, une demande un peu fondamentale côté service qui se traduit alors dans les PMI, un peu moins dans la quête INSEE et dans l'IFO qu'on a eu ce matin. Mais bon, fondamentalement, on a l'impression quand même qu'on a un rebond, un peu une moyenne qui doit faire 0,3, 0,4, T4, T1, et qui tient bien et surprenamment bien par rapport effectivement à une normalisation monétaire en cours. 0,7 sur un trimestre, d'un trimestre à l'autre, non annualisé. Je prends l'extrême, voilà, mais on est largement au-delà du potentiel, là. Ah, absolument. Absolument. C'est pour ça qu'effectivement, il faut être prudent sur la lecture d'où vient ce chiffre, et notamment sur les composantes de la demande qu'on va voir qu'en Espagne et qu'en France vendredi, malheureusement pas sur la zone euro. Là, il faudra vraiment regarder attentivement si on a plutôt un rebond qui est lié à la consommation privée, à l'investissement, donc quelque chose qui paraît plus durable, mais qui me paraît très incertain et sur lequel je ne crois pas trop. Je crois plutôt à un rebond effectivement technique lié au stock, lié à la demande globale. On en parlait avec la Chine qui rebondit au premier trimestre, pas incroyablement, mais qui rebondit quand même fortement. Donc je pense que là-dessus, on est beaucoup plus encore une fois sur ces mini-cycles. Et la tendance de fond reste quand même plutôt morose et plutôt certainement en dessous du potentiel. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'effectivement, ce chiffre total va pousser une BCE à en faire plus, et d'autant plus si effectivement cette demande domestique apparaît encore plus résiliente que ce qu'on pourrait prévoir. C'est intéressant quand même, la production industrielle, manufacturière, etc. On voit des enquêtes quand même très négatives de ce point de vue-là, et ce qui est réalisé en matière de production délivrée, finalement, alors c'est pas booming, mais je veux dire, ça tient. On reste à flot, on est sur des niveaux peut-être même supérieurs selon certains secteurs à ce qu'on enregistrait Q4 2019, qui reste l'année de référence avant tous les troubles qui ont suivi, François. Oui, non, absolument, c'est assez curieux. Je pense qu'il faut quand même, on a du mal malheureusement à avoir une idée en temps réel de ce qui se passe du côté de l'offre. Du côté de la macro, et là je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant avec ces chaînes d'approvisionnement qui nous ont mis à mal pendant quasiment 3 ans, et à un moment où on pensait que la demande elle est plutôt en retrait avec l'inflation très élevée, en fait se tient plutôt bien au moment où les capacités productives se mettent en route. Et ce que disent d'ailleurs, c'est quand même justement, et c'est là où il y a une boucle qui se crée et qui est cohérente, c'est que oui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles commandes, mais en fait on continue à réduire les stocks parce qu'il y a une nombre de livraisons qui n'ont pas eu lieu. Donc, bien sûr, il y a des commandes non pourvues du passé qu'il faut satisfaire. Exactement. Donc là-dessus, c'est compliqué de voir ce momentum persister, mais le fait est que, et d'ailleurs c'est assez intéressant, parce qu'au-delà de ce trimestre, du premier trimestre, ça fait 1 an, ou même plus d'1 an, on continue à être surpris à la hausse, au-delà du cas irlandais, etc., qui pousse les chiffres de la zone euro. Donc il y a quand même une résistance du système qui est quand même importante, sur laquelle il faut être prudent quand même, parce que la remontée des taux est extraordinaire et va très vite et va continuer à aller dans ce sens-là. Donc il y a quand même un point de freinage qui va avoir lieu. Donc compliqué de voir une persistance de ce momentum-là. Mais bon, le fait est que l'économie tient très bien, ce qui devrait d'ailleurs pousser la BCE à en faire plus qu'on pourrait y penser. On va y venir. Avant ça, un mot des salaires. Le risque de spirale prix-salaire qui a été immédiatement pointé du doigt par les banquiers centraux et la Banque centrale européenne l'année dernière, au démarrage de son cycle de resserrement monétaire, finalement ne s'est pas matérialisé tel qu'on pouvait l'imaginer. On parle plutôt aujourd'hui d'une spirale prix-profit. À ce stade, est-ce que le risque d'une spirale prix-salaire a simplement été décalé dans le temps? Et est-ce que 2023-2024 sont les années d'un vrai risque de spirale prix-salaire pour la Banque centrale européenne?
Il est persistant, effectivement. Ce risque, il est là. Alors moi, je vois plutôt l'année 2022 comme un risque de dérapage des anticipations d'inflation parce que l'inflation spot très élevée et donc inquiétude, effectivement, de ce désancrage-là qui a été, comme a été assez fort. Par contre, effectivement, sur 2023-2024, surtout 2024, avec non pas des salaires, prix-salaire qui est une relation de 1 pour 1, ce qu'on a l'habitude d'entendre dans écho à ce qui se passait dans les années 70, mais plutôt de dire que les salaires n'augmentent pas aussi vite que dans cette boucle-là, mais ils augmentent quand même et de manière persistante. Donc on l'a vu avec l'accord sur les salaires en Allemagne dans la fonction publique ce week-end. On le voit dans une moindre mesure. 11% sur 2 ans. Exactement. Donc avec en gros une croissance des salaires qui va être quasiment égale, autour de 5,5 sur les 2 années. Donc ça veut dire qu'on a quand même cette persistance-là et donc pas de ralentissement sur 2024 par rapport à 2023. Et c'est ce qu'on voit dans une moindre mesure, mais qui aussi en France avec l'augmentation du SMIC, qui a des effets cliqués, qui se mettent en route et qui implique une décélération des salaires qui va être plus lente que prévu et qui met un peu à risque effectivement l'engrenage dans cette boucle prix-salaire. Une des spécificités en France avec le salaire minimum, c'est qu'il est très proche finalement du salaire médian. Dès qu'on monte le SMIC, il y a tout un halo de pression en tout cas qui se développe autour du SMIC. Absolument. Et puis ce qu'il faut, encore une fois, et on l'évoquait il y a l'instant, c'est que la situation conjoncturelle est très bonne. Et c'est ce qu'on voit dans les enquêtes, c'est que les entreprises ne cessent d'aller chercher et problématique d'aller recruter et ont des problématiques de plus en plus fortes à recruter. Donc là-dessus, il y a effectivement une boucle positive qui effectivement indique ce risque de boucle prix-salaire qui est latent effectivement dans le système. Comment est-ce que tout ça se traduit du point de vue de la politique monétaire avec la fonction de réaction qui est ce qu'elle est aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne? Prochaine décision la semaine prochaine, le 4 mai. Est-ce que déjà le passage de 50 à 25 semble acté pour vous, François? Oui, je pense qu'il est là. Alors, je pense qu'il la façon de le résumer pour moi rapide, c'est on retourne en décembre. C'est-à-dire qu'en décembre, on aurait pu avoir 75, ils ont fait 50 et ils nous ont annoncé un QT qui arrivait effectivement pour les prochains mois. Et donc là, c'est un peu le parallèle, sauf qu'on descend de 50 à 25. Ok, donc c'est le compromis sur lequel ils trouvent un accord. Par contre, effectivement, accélération du QT, donc de la réduction de la taille du bilan. Ça va être une discussion avec peut-être des décisions annoncées la semaine prochaine. Absolument. Donc c'est une façon de trouver ce compromis entre... Parce que je pense que fondamentalement, les données pourraient justifier de faire 50, mais encore une fois, il y a ce compromis à trouver et ils doivent... La fin de l'investissement, enfin de la décision qui a été prise en décembre se finit pour fin juin. Donc il n'est pas... c'est pas idiot d'aller d'ores et déjà indiquer un rythme de réinvestissement plus faible, voire carrément pas du tout de réinvestissement pour le troisième trimestre. Moi, je ne pense pas parce qu'on a effectivement en mois de septembre en termes d'émissions nettes qui est important. Donc, il pourrait réduire encore d'une tranche à 20 milliards pour le T3 et puis après plus d'investissement après pour le quatrième trimestre. Et puis effectivement, donc là, et puis de toute façon, un guidage vers plus de hausse de taux. Voilà, c'est quand même ça. Et c'est ce qu'ils nous avaient d'ailleurs annoncé en décembre. On baisse le rythme de 75 à 50, mais on va en faire au moins 2, voire 3. Et voilà. Donc pour moi, un bis repetita de ce côté-là est assez évident. Ça avait été perçu comme une réunion au quiche décembre, de ce point de vue-là. Exactement. Et donc du coup, pour moi, on est tout à fait dans cette même veine-là, avec une économie qui se tient bien côté activité. Les salaires, on en parlait à l'instant, qui continuent à être relativement avec du momentum positif sur 2023, mais sur 2024, on a effectivement aussi ces indications-là. Et puis une inflation sous-jacente, encore une fois, qui n'a entre guillemets toujours pas tourné, ou en tout cas pas de manière convaincante. Donc là-dessus, il est évident que la BCE devra continuer à appuyer de moins en moins fort, parce que de plus en plus haut, mais encore relativement fort. Et c'est là où... Il reste un risque résiduel à la hausse quand même sur le taux terminal, le taux d'arrivée de la BCE aujourd'hui, quand ce risque semble nul désormais peut-être du côté de la Fed? Absolument. Alors il est sur 2 points. D'une part, nous on a un risque effectivement là sur notre taux terminal à 3,75. On pourrait tout à fait aller vers les 4% à l'été et on y reste. Donc ça c'est la première chose, c'est totalement lié à ce qui se passe en zone euro. Et puis après ce qui est intéressant aussi, c'est que le marché sur les forwards de la zone euro est totalement biaisé par ce qui se passe du côté Fed. Et sur la Fed, on a des baisses de taux pricées. Alors maintenant c'est plus que 25 points de base, on a été jusqu'à plus de 100 points de
base dans le stress bancaire. Ça se corrige. Mais voilà, mais on a quand même une anticipation de baisse de taux dans la fin de l'année, et ce sur quoi, si ça effectivement ne se passe pas, ce qui est notre call, ça remet effectivement une pression supplémentaire en termes de resserrement des conditions monétaires côté US et côté euro d'ici la fin de l'année pour 2024. Ce qui peut-être d'un côté de marché d'actifs risqués pourrait peut-être éventuellement également changer la donne. Ce risque à la hausse, toujours sur le taux terminal de la BCE, est-ce que ça implique dans votre analyse, François, qu'il n'y a pas de risque trop fort de dégradation abrupte des conditions de crédit et d'octroi de crédit en zone euro pour les prochains mois? Alors on va en savoir beaucoup plus la semaine prochaine. Le 2 mai, c'est un peu un de ces jours clés, avec l'inflation, avec les conditions de crédit, avec le crédit effectivement distribué en mars pour voir si effectivement les perturbations sur le système bancaire ont eu lieu ou pas. On a quand même l'impression que le marché a relativement vite corrigé, pour de bonnes raisons en Europe, et que donc dès lors, on ne pas s'attendre à... Corriger dans le bon sens. Dans le bon sens, le stress s'est apaisé. C'est apaisé, absolument, merci. Et que dès lors, il n'y a pas de raison d'être particulièrement inquiet sur ce qui va tomber le 2 mai, la semaine prochaine là-dessus. Et à l'inverse, on voit de relativement bonnes corrélations entre les indicateurs de conjoncture et les standards de crédit que distribue la BCE, enfin les banques à l'économie. Donc voir une économie qui repart, enfin qui accélère, en tout cas du côté des services, pour effectivement donner lieu à finalement un desserrement finalement relativement surprenant des conditions de crédit, et donc du coup donner lieu, alors si c'est pas les banques centrales qui font le job de resserrer la politique monétaire, ce qu'on pouvait croire ces dernières semaines, ce sera effectivement d'autant plus à la charge de l'autorité monétaire à Francfort de faire ce. En termes de liquidité et de liquidité excessive ou de matelas de liquidité circulant en zone euro aujourd'hui, est-ce que la BCE est confortable avec le niveau de liquidité qu'elle voit circuler aujourd'hui en zone euro, avec un gros mois de recul sur l'épisode de stress bancaire, par exemple, François? Alors oui, je pense que manifestement oui, et c'est d'ailleurs une des raisons qui va la pousser à réduire la taille de son bilan plus vite via le sous-réinvestissement de l'APP. Par contre, et c'est là où il y a une différenciation à faire, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre de la politique monétaire, et donc là c'est plutôt le sous-réinvestissement, voire le non-investissement du tout de l'APP d'ici et dans les prochaines semaines, et par contre l'ouverture de nouvelles opérations de liquidité, parce que jusque-là on a encore 1,2 trilliard effectivement lié au TLTRO qui arrive à échéance en fin d'année prochaine, donc là-dessus il y a encore un matelas important, mais par contre se dire voilà, pourquoi pas commencer à discuter maintenant, voire annoncer... Pas attendre d'être au pied du mur le jour où les banques devront rendre cette liquidité... Ou avoir un autre accident bancaire. Et donc voilà, donc ça fait partie effectivement de l'horizon des possibles de ce meeting de mai, d'ores et déjà, d'avoir non pas des TLTRO, mais des LTRO, donc simplement assurer le financement des banques à moyen terme, avec l'idée effectivement d'éviter tout stigma, mais en tout cas certainement pas des conditions aussi agréables pour les banques qu'elles ont eues ces dernières années. Là aussi, des opérations spéciales destinées à la liquidité bancaire qui deviennent la norme dans la boîte à outils de la Banque Centrale Européenne. Absolument. Merci beaucoup François, merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage macro à un peu plus d'une semaine maintenant de la décision de la Banque Centrale Européenne. François Cabot, senior économiste Europe chez AXA IM, qui était avec nous dans cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.